Comme chaque premier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse pour prendre le temps d'analyser sur le plan des fondamentaux un cas d'entreprise. Le cas d'investissement dont on parle aujourd'hui, c'est celui de Stora Enso, grande entreprise finlandaise, grande papeterie finlandaise avec des centaines d'années d'histoire, 700 ans d'histoire derrière elle. Et c'est Francesco Manfredini qui est avec nous en plateau pour en parler, gérant financier chez Clartan. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, peut-être nous donner quelques éléments de contexte autour de Stora Enso. Donc, je l'ai dit d'un mot, grande entreprise finlandaise qu'on connaît comme étant un grand papetier, peut-être un des plus grands papetiers dans le monde aujourd'hui, mais qui accumule quand même 700 ans d'histoire. Tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, Stora Enso, c'est effectivement une entreprise finlandaise extrêmement ancienne, donc justement vous disiez plus de 700 ans d'histoire. Ils sont actifs dans plusieurs domaines, notamment on les connaît pour les papiers, mais on verra qu'en fait les papiers sont en train de diminuer vraiment dans leur activité. Ils sont surtout maintenant sur les emballages durables, et sur les produits en bois et sur les biomatériaux. Ils ont notamment des positions effectivement de leadership dans leur marché. Ils sont l'un des 10 premiers acteurs au monde en fait dans les emballages en papier cartonné, avec notamment des positions dominantes dans les emballages pour nourriture et liquide. Et également, ils sont extrêmement forts. Ils ont 15% des parts de marché dans les solutions en bois, en particulier les bois lamellés croisés pour la construction. Mais ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'en fait, l'un des éléments vraiment de force de ces dossiers, c'est en fait que Stora Enso est l'un des plus grands propriétaires de forêts au monde. Tout à fait, ils ont plus de 2 millions d'hectares de forêts, surtout en Suède. C'est vraiment une surface énorme. Grosso modo, c'est la moitié de la surface de la Suisse. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces forêts leur permettent en fait d'être autosuffisants pour une partie de leurs matières premières, de leur consommation énergétique. Et il s'agit également un temps un peu qu'on pourrait dire puits à CO2. Parce qu'en fait, ça absorbe 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Très intéressant parce que j'imagine que cette décision stratégique d'être propriétaire de sa forêt, pour dire les choses, c'est des décisions qui ont été prises il y a très longtemps, mais qui trouvent un sens dans le monde tel qu'il est en train d'évoluer, qui trouvent un sens impressionnant. Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, ils ont vu tout juste sur cette question de l'approvisionnement et de la souveraineté sur leur matière première principale. 700 ans d'histoire, ça veut dire que l'entreprise s'est transformée un nombre incalculable de fois, Francesco. Absolument. Et il y a donc un vrai savoir-faire pour pivoter, se transformer, se réinventer et être toujours là où il faut être. Tout à fait, c'est ça. Ils sont déjà encore maintenant en train de se transformer, mais c'est vraiment une histoire qui date d'il y a très très longtemps. Bon, comme on la connaît maintenant, ça vient de la fusion en 98 entre l'entreprise suédoise Stora et celle finlandaise Enso, mais l'histoire est bien plus ancienne que cela, parce que les premières activités documentées en fait, notamment de l'ancêtre suédois Stora, en fait, datent de 1288. En fait, il y a un document de cette année-là qui en fait, c'est un document sur un échange de propriété d'une partie d'une mine de cuivre. Parce qu'en fait, à l'origine, l'entreprise avait commencé en fait en tant que compagnie minière sur les cuivres. Pendant des siècles, ils ont été l'un des plus grands producteurs de cuivre dans le monde. Et ils se sont diversifiés au fil des siècles sur d'autres activités. Encore des activités minières comme les minerais de fer, mais aussi du coup les activités pour lesquelles ils sont connus maintenant. Donc les activités forestières, le papier et les pulpes. Notamment dans les années 70, la compagnie commence à faire des investissements dans l'activité minière pour se focaliser surtout sur les papiers. Et après, suite à la fusion en 98 avec Enso, qui était une entreprise finlandaise, grande propriétaire des forêts, en fait, ils commencent à voir le déclin du marché du papier et commencent à se focaliser sur d'autres activités plus intéressantes, comme notamment les emballages. Une transformation qui accélère surtout lors de la dernière décennie, avec des désinvestissements dans les marchés du papier et avec vraiment une transformation stratégique qui est en cours encore maintenant. Donc une histoire très longue, et une entreprise qui a su vraiment se réinventer dans les siècles. Ils sont en train d'éteindre l'activité papier. Enfin, stratégiquement, comment ils regardent justement cette activité déclinante ? Est-ce qu'il y a quelque chose à garder ou est-ce que c'est une activité qu'on amènera dans plusieurs années peut-être à une extinction
destruction totale. Absolument. En fait, ils y ont réfléchi longtemps. Pendant des années, c'était vraiment un peu une machine à cash. Ben oui. Ils avaient... La vache à lait, voilà, la récurrence. Ils avaient arrêté les capex dans cette division. Mais voilà, non, l'idée, en fait, c'est de sortir totalement de ces business-là. Il leur reste 5 usines. Ils vont en vendre 4 et la dernière va être normalement reconvertie. Et en fait, on voit vraiment que les mix du coup, de l'activité papier dans l'activité des Stora Enso est en train de décliner dans le temps. C'est 70% en 2006, du coup, quand ils avaient vraiment commencé ces retournements stratégiques. C'était 40% en 2011 et on est grosso modo à 15% maintenant. Voilà, ça devrait continuer et ça a des implications, cette transformation stratégique, ça a des implications financières intéressantes. Parce que, bon, on sait que on n'a pas encore terminé, mais les gros de la transformation s'est fait sur les dernières décennies. En fait, si on regarde les comptes, les chiffres de Stora Enso sur les dernières décennies, on voit une entreprise qui, grosso modo, n'a pas eu de croissance. Entre 2011 et 2018, vraiment, la croissance était muette, mais était flat. Oui, oui. Et en fait, mais cela, ça cache en fait une jolie croissance moyenne de 3% dans les autres divisions, parce que les papiers étaient déclinants, c'est moins 7% par an. Et en plus, une croissance des autres divisions qui est rélutive, parce qu'en fait, les autres divisions, notamment les packaging et les produits en bois, ont des meilleures marges que les papiers. Donc voilà, c'est rélutif. Et en plus, voilà, les marges de ces divisions sont aussi en train d'augmenter dans les temps grâce aux leviers opérationnels d'entreprise et aux efficacités aussi. Donc vraiment une transformation qui a une nature vraiment rentable en fait. Donc derrière cette extinction de l'activité papier, on va trouver des activités avec plus de croissance et plus de rentabilité. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est ce qui se voit d'ailleurs dans l'ambitieux plan stratégique de l'entreprise en fait. Un peu, Qu'est-ce qu'il nous dit ce plan stratégique à horizon quoi, 3, 4, 5 ans là un peu plus 2030. 2030, d'accord. Ils ont une vision longue là-dessus. Voilà, exact. Et en fait, ils disent plusieurs choses, bien évidemment, mais si on veut vraiment synthétiser les informations clés, en fait, l'objectif est de générer 80% de leurs ventes dans des activités de croissance assises sur des tendances longues. Bon, on ne va jamais parler d'hyper-croissance, bien sûr, mais voilà, la croissance plutôt rentable à long terme, et notamment les packaging et les produits en bois pour la construction. L'objectif est de faire une croissance de 5% par an, en excluant la division à papier, avec une marge opérationnelle à mi-cycle et grosso modo de 15%. La croissance va venir surtout du packaging, une croissance totale entre 2021 et 2030 qu'ils estiment qu'il devrait être, c'est leur objectif, de 60%, avec un résultat opérationnel qui devrait doubler. Et également une croissance importante dans la division en bois, surtout dans la sous-division pour les produits pour la construction, qui devrait être en croissance de plus de 10% par an. Et en plus, ce qui est très intéressant, et c'est par rapport en fait à leur effort en R&D, c'est qu'ils visent à générer 1 milliard d'euros additionnels de chiffre d'affaires pour cette date-là, à partir de leur portefeuille d'innovation en cours, de développement, surtout dans les domaines des biomatériaux en fait. Et de quel type d'innovation on parle? Parce que là, ce que vous décrivez comme transformation, effectivement, c'est assez spectaculaire. Ils sont au bon endroit, au bon moment. La construction en bois explose aujourd'hui pour de multiples raisons et sans doute que cette tendance est accélérée par la crise d'approvisionnement qu'on peut connaître aujourd'hui sur certains types de matériaux. Qu'est-ce qu'ils espèrent de leur portefeuille d'innovation? Enfin, de quel type d'innovation on parle pour demain, Francesco? Il y a beaucoup d'innovations dans ce portefeuille, mais je pense qu'il y en a vraiment une de ces innovations qui vaut la peine, je pense, de mentionner parce que c'est extrêmement intéressant. C'est un produit qui s'appelle Lignode. Et en gros, ils sont en train de développer en fait, une technologie pour produire des anodes des batteries électriques à partir de dérivés de bois. Donc, en gros, ils sont en train d'essayer de substituer en fait le graphite avec de la lignine. La lignine, c'est un polymère qui est présent dans les bois. Et c'est un peu, voilà, il y a une partie de cellulose dans les arbres, mais une partie de ces matériaux, de ce polymère, on peut dire, qui s'appelle lignine. Et en fait, les performances des premières batteries tests apparaissent, ils en ont parlé pas mal lors du dernier Capital Market Day, les performances apparaissent très encourageantes et ils visent à commencer la commercialisation en 2025. Vous voyez déjà l'opportunité en fait énorme d'un marché adressable déjà déjà très important et qui devrait avoir des niveaux de croissance très importants. Mais en plus, ça a aussi deux aspects intéressants. D'un côté, un aspect, on peut dire, environnemental, parce que ça permettrait quand même de verdir les processus de production des batteries. Bien sûr. Et également un aspect géopolitique, parce qu'en fait, ça permettrait vraiment de relocaliser en Europe en fait, une partie de la chaîne des valeurs des batteries électriques. Ah non, mais complètement. Non, mais ça peut même être peut-être une innovation de rupture de ce point de vue-là, Francesco, parce que le graphène...
il vaut mieux pas trop regarder comment on va le chercher, parce qu'évidemment, personne n'a envie vraiment de regarder comment on va extraire du graphène aujourd'hui, j'imagine. On est hyper dépendant. Et où En Chine, évidemment. En fait, tout à fait. La Chine contrôle grosso modo plus de 70% du marché du graphite. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique pour l'Europe, bien évidemment. Ouais. Bon. Intéressant, effectivement. Donc, les anodes en bois pour les batteries électriques des véhicules électriques de demain. Peut-être une innovation qui est dans le portefeuille de Stora Enso. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que la dimension ESG, elle est importante, même pour une boîte qui vient du papier, qui vient du packaging. La dimension ESG, c'est un vecteur d'amélioration, d'innovation permanent pour cette société. Tout à fait. C'est une entreprise qui est extrêmement ESG, on peut dire, c'est une entreprise très durable. C'est qui se voit surtout en fait dans l'impact positif de ces produits. On a mentionné surtout en fait les emballages en carton et les produits en bois pour la construction. On peut regarder des statistiques sur ces deux mondes, en fait, et on trouve vraiment des éléments qui sont un peu effrayants. Par exemple, en Europe, 20 millions de tonnes d'emballages en plastique sont jetés tous les ans et ne sont pas recyclés. Ouais. Une grosse partie, en fait, ça pourrait être vraiment substitué par des produits à base des fibres recyclés ou recyclables, comme c'est notamment le cas des produits Stora Enso, là où il est vraiment leader. Et donc voilà, on voit un impact très intéressant dans cette partie de leur business, et également dans la partie en fait de la construction, parce qu'en fait on sait par exemple que grosso modo 11% des émissions de CO2 dans le monde viennent des matériaux de construction. Et bon, on sait que Stora Enso il est leader sur le bois pour la construction, et on sait que les bois en fait c'est un matériel très durable. Grosso modo, pour donner une idée, en fait, si on veut construire un mètre cube, voilà, de quelque chose. Oui, bien sûr, de construction d'un mètre cube. Exactement. Si on le fait en bois, en fait, on sauve une tonne de CO2 par rapport au béton et 2 tonnes et demi par rapport à l'acier. Et il y a des potentialités énormes parce qu'en fait, si on considère que, voilà, on estime que la surface du parc immobilier global devrait doubler d'ici 2060, avec notamment une tendance liée en fait à la modification des bâtiments déjà existants, on voit les potentiels parce que les bois est vraiment le matériel parfait. C'est un matériel léger, ça ne modifie pas les sollicitations structurelles des bâtiments, donc c'est vraiment parfait. C'est qui se voit d'ailleurs dans l'augmentation des appels d'offres pour voilà. Bien sûr. La construction en bois est en train de connaître un momentum incroyable. Il nous reste 30 secondes pour dire un mot de comment est-ce que le marché valorise Stora Enso et comment vous le valorisez ce dossier chez Clartan, Francesco. Alors, l'entreprise est valorisée à 11 fois les bénéfices attendus en 2023. Il faut savoir, élément de valorisation, que grosso modo, leur parc des forêts, c'est pour plus de 60% de leur valeur d'entreprise. Voilà, c'est conséquent. Nous, on a commencé une petite position dans notre fonds ESG Clartan Ethos l'année dernière et on l'a assez renforcé juste après le début de la guerre quand on cherchait notamment des entreprises capables de profiter de l'inflation grâce à la révalorisation des actifs physiques. Bien sûr. Cas des forêts. Bien sûr. On garde tout à fait quand même une approche assez tactique dans la gestion de la position parce qu'on sait que c'est cyclique et on sait que les cours de l'action dépendent fortement des prix des matières premières, notamment la pulpe et les bois. Mais bien sûr, on a quand même un horizon d'investissement de long terme pour ce très beau dossier extrêmement bien géré. On parle souvent avec les managements et qui est assis sur plusieurs tendances très longues sur lesquelles ils sont leaders. 700 ans d'histoire and counting pour Stora Enso, donc dossier de grande valeur. Merci de nous avoir éclairé sur ce cas d'analyse fondamentale comme une fois par mois avec les équipes de Clartan Associés. C'est Francesco Manfredini qui est avec nous ce soir en plateau.